À Hollywood, le principe, c'est 3 mois avant le mixage, on appelle le compositeur, on fait ce qu'on appelle un spotting, c'est-à-dire qu'on est là, dans la salle de montage, avec le compositeur, le monteur, le réalisateur, et on projette le film, on arrête de temps en temps en disant il faut de la musique ici, il faut de la musique là, et puis c'est un échange entre le compositeur et le réalisateur. Et à ce moment-là, le compositeur a 3 mois devant lui pour écrire la musique de son film. Mais aujourd'hui, on emporte avec soi, chez soi, l'image du film, qu'on a en QuickTime ou bien en film total, et on met ça sur son ordinateur et on travaille sur l'image. Autrefois, ce n'était pas ça. Autrefois, du temps de Tiomkin, de Korngold, de Friedhofer, de Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rocha et Bernard Herrmann, on voyait le film sur une movietone ou même en projection. Il y avait ce qu'on appelle un monteur musique qui indiquait les passages où il y avait de la musique, avec une petite description. Et c'est avec ce papier-là que partaient les compositeurs chez eux. Et ils travaillaient avec le souvenir de l'image. Ça change tout. Ça change tout. De nos jours, on est collé à l'image et on essaye de ponctuer les mouvements de l'image, de marquer, d'essayer de synchroniser, de faire ce qu'on appelle underscore, ça veut dire souligner. Alors, ce n'est pas ça la musique de film. Eux travaillaient avec le souvenir de l'image. Et je pense que pour la scène de la douche, par exemple, Herrmann a travaillé parce qu'il a vu les images et il a écrit cette musique qui a marqué complètement le film de Hitchcock, autant qu'elle a marqué North by Northwest ou bien Marnie. Il travaillait avec le souvenir de l'image. Et donc, il continuait à faire œuvre de compositeur et non pas simplement de sorte de souligneur de ce que Stravinsky a souvent appelé le papier peint. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'œuvres de composition véritable. Je me souviens, même quand j'étais gamin, j'avais entendu, parce que j'adorais les péplums, j'aimais beaucoup l'histoire romaine, l'histoire des Valois, des Bourbons, de tout ça. Je me souviens d'un film que j'ai vu qui s'appelait La chute de l'Empire romain, musique de Dimitri Tiomkin. Le film commence avec une fugue. Et ça m'a marqué à vie. Je me dis, mais on peut écrire vraiment de la musique, de la vraie musique pour le cinéma. Et il faut écrire de la vraie musique pour le cinéma, parce que ça élève un public. Parce qu'aujourd'hui, même si la musique n'est pas très entendue quand on va voir un film, écouter de la musique qui est belle et qui a été composée vraiment avec toutes les règles de la musique, même si parfois, heureusement, elles ne sont pas audibles ni sensibles, ça élève un public, ça l'élève. Il y a plus de gens qui vont au cinéma que de gens qui vont au concert. Donc, notre musique a plus la possibilité d'être entendue au cinéma que d'être entendue en concert. Donc, nous avons un devoir vraiment d'être impeccable et de donner au cinéma la plus grande conscience et la plus belle fleur de notre inspiration. Mon critère de sélection a toujours été mon entente avec le réalisateur ou la réalisatrice, car je sais que je vais vivre avec eux longtemps. Donc il faut qu'il y ait une sorte d'empathie, de communauté d'intérêt et de culture et de goût. Sinon, ça ne sert à rien. Et il m'est arrivé de commencer des films et de les arrêter en disant on ne peut pas s'entendre. Parce que pour moi, à chaque fois, ce sont des fiançailles et puis qui aboutissent par le mariage. Un mariage, ça dure longtemps, mon implication dans un film. Donc c'est avant tout ça le critère et la lecture du scénario. Si j'entends des musiques en lisant, si je ressens une émotion qui provoque chez moi l'envie d'écrire, j'accepte. Et sinon, je n'accepte pas.